Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette émission spéciale. Nous sommes le 5 juillet et l'Algérie, le peuple algérien, célèbre aujourd'hui son 63e anniversaire du recouvrement de son indépendance. Un anniversaire qui intervient, vous le savez, dans un contexte de réformes politiques, économiques, institutionnelles, des engagements qui ont été tenus, mais également dans une conjoncture de projection également qui conforte d'ailleurs cette dynamique, le tout s'inscrivant dans une optique de renforcement de notre résilience nationale, dans un contexte également régional et international, géopolitique, des plus complexe, des plus mouvants d'ailleurs. Pour en parler avec nous, nos invités, Mohamed Hachim, économiste et enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Monsieur Mohamed Hachim, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également avec nous, Ali Kfeifi, expert en énergie Émile. Bonjour monsieur. Bonjour. Avec nous également Fouad Soufi, historien, soyez le bienvenu. Merci pour votre invitation. Et puis invitation. Aslan Chichaoui, expert en relations internationales. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. En guise d'introduction à cette émission spéciale, un travail de mémoire que nous vous proposons aujourd'hui. L'Algérie, donc, qui recouvrait le 5 juillet 1962 sa souveraineté, retrouver enfin sa liberté, une indépendance arrachée de haute lutte d'ailleurs après plus d'un siècle de colonisation, près de 10 millions de martyrs, de la résistance de l'Émir Abdelkader à la lutte armée de novembre. Cette date symbolique symbolise le triomphe d'un long combat pour l'indépendance. Elle marque le début d'une nouvelle page de l'histoire de notre peuple et de notre pays. Un travail de mémoire signé Maïssa Esmaïl. Le 5 juillet 1962, les rues d'Algérie explosent de joie. Une foule immense, exaltée, déferle dans les villes. Femmes, hommes, enfants envahissent les espaces publics pour célébrer la fin de 132 années de colonisation. Sous le regard silencieux des colons, un peuple tout entier défile. Des milliers de drapeaux, ils ont dû les préparer pendant la nuit. Il est difficile de les appeler des drapeaux. Ce sont des lambeaux de drap, des chemises déchirées, mais ce sont tout de même des drapeaux. Aïssa Qassimi, moudjahid des chercheurs en histoire. D'abord le 19 mars 62. Donc c'était un peu l'hors d'œuvre. C'était la joie que le cessez-le-feu entre cette Algérie qui luttait, qui vient de perdre d'1,5 million de morts, qui s'ajoute aux millions de morts d'avant 54 jusqu'à 1830. Et de 1954, début de la Révolution, jusqu'à 62, c'est quoi? C'est comme si tout le peuple algérien était dans un camp. Personne n'avait aucun droit. Lorsque le 5 juillet 1962, toutes les portes de la prison se sont ouvertes et que les Algériens ouvraient les yeux, pouvaient sortir, même les femmes qui n'avaient pas l'habitude de sortir. Tout le monde courait de tous les côtés. Cette joie immense garde donc pour beaucoup un goût amer, car pour gagner sa liberté, l'Algérie a payé un prix lourd. Des mères ont pleuré leurs enfants et des familles ont été à tout jamais brisées. Khadija Bilgenbouj, dite Farida, militante et maquisarde de la Wilaya 2, engagée dans les rangs de l'ALN en 1959. J'ai pleuré parce que j'ai touché les morts. Mes amis d'enfants, je sais que je ne veux pas les voir. Plus les maquisardes à qui j'ai fermé les yeux. J'avais du sang sur mes vêtements. Donc, je ne pouvais pas être heureuse, ni chanter, ni danser. Jusqu'à maintenant, je pleure encore. Malgré la peur, malgré les pertes, Khadija garde aussi de précieux souvenirs du maquis où, loin de leur famille, les moudjahidines formaient une fratrie, une seconde famille, soudée par la lutte. J'ai une très belle image de la révolution, malgré la mort. Très bien organisée. Une belle image des moudjahidines, ils me font rappeler ma famille. J'étais pas isolée de la famille. Mes chefs, ils me traitent comme leur fille. Comme tant d'autres, elle a catégoriquement refusé l'occupation française, présente depuis ce funeste 5 juillet 1830. Mohamed Debah, moudjahid et historien. Les gens ont combattu depuis le début. Les Mir Abdelkader, les Boubourla, les Nsoumer. Les Algériens n'ont pas accepté. Donc ils ont lutté depuis 1830 jusqu'à 1834. Mais les Mir Abdelkader a continué. Et il y avait Ahmed Bey à l'est. Il a lutté jusqu'à sa mort. Il y avait le Makrani, il y avait Boubourla. Puis on a terminé avec le 54, 62. C'était des jeunes aussi. Ils ont milité politiquement. Il y avait Messal El Haj en 1926. Il y avait la création
création du PPA, le MTLD, on avait aussi le Parti communiste, on avait dit les ALM, les Amis du Manifeste, tous ils ont lutté jusqu'au jour où il y avait des gens, ils ont dit assez, politiquement, la France ne va pas sortir. Et c'est ces 22-là, ils ont donc créé l'organisation de l'OS. En 47, c'est Belouizdad, après l'OS c'est le CRUA, et après le CRUA, ils ont dit on ne peut pas rester comme ça. C'est Moussa Ben Boulaïd, c'est l'Arbi Ben Mehdi, c'est les Douche Mourad, Rabah Bitat, Karim Belqasem, Boudiaf, Ben Bella, Aït Ahmed et Khayder, ils disent c'est la lutte. La lutte a été portée à bras le corps par tout un peuple face à un ennemi sans merci, déterminé à effacer une identité et à exterminer une nation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont organisés, chaque 5 km, il y a une caserne, avec 3 chars ou 4, avec 2 hélicoptères, plus l'hélicoptère qui jetait les bérets rouges. Parce qu'à un moment donné, ils faisaient les opérations à pied, à chaque fois ils tombaient dans le piège, donc ils ont changé la méthode, ils ont utilisé l'aviation, bombardé pendant 2 jours pour qu'ils puissent passer. Ça n'a pas marché, malgré ça, l'ANL, elle emporte toujours la victoire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'arme chimique pour nous faire peur. J'ai vu qu'ils ont bombardé nos maisons. La ferme de mes grands-parents, c'était ma fierté, construite sur 1 hectare. Les animaux que j'adorais, ils ont été tués devant mes yeux. Ma mère, elle a payé le prix. Pour moi, l'armée française, c'est pas des humains. Des témoignages qui confirment la brutalité de l'occupation. Personne n'était épargné. Et si la France peine encore aujourd'hui à reconnaître l'ampleur de ses crimes, une autre guerre continue, celle de la mémoire. Pour maître Fatima Ben Baraham, avocate et chercheuse en droit de l'histoire, nous menons une bataille pour les archives et pour la justice historique. On veut savoir ce qu'on nous a pris, qu'on nous le restitue, ce qu'on nous a pris et qu'on cache aujourd'hui. Dès lors que vous parlez de cette bataille des archives, vous allez ouvrir un front extrêmement important. Et d'ailleurs, vous le constatez aisément, c'est le front qui fait le plus mal à la France. Nous sommes en pleine bataille des archives. La révolution algérienne s'est imposée sur tous les fronts, militaires, diplomatiques et médiatiques, et son indépendance a réveillé des consciences en Afrique comme en Outre-mer. Aïssa Qassimi. La révolution algérienne a cette caractéristique que beaucoup d'autres révolutions n'ont pas. Elle a servi de locomotive à la plupart des pays africains, et d'Amérique latine et d'Asie. Et jusqu'à maintenant, beaucoup de pays africains disent que l'Afrique a été enfantée par la révolution algérienne. C'est la seule révolution, c'est le général Giap qui l'a dit, qui a transporté la guerre sur le territoire de l'ennemi. Le 5 juillet 1962, ce n'est pas seulement la fin d'une occupation, c'est le début d'un espoir. Un espoir né dans le sang, porté par des voix, des visages, des sacrifices, et inscrit à jamais dans la mémoire des peuples libres. Et pour finir, un hommage chanté, un chant que Khadija et ses consoeurs Moudjahidat fredonnaient dans le maquis. Voilà, c'était un devoir pour nous de rappeler justement la genèse et le parcours de notre glorieuse révolution, une des plus grandes révolutions d'ailleurs. On le disait dans le reportage, le général Giap qui disait que c'était la seule, l'unique révolution qui avait pu porter le combat justement sur le terrain de l'ennemi. Un capital révolutionnaire qui a servi de socle pour cette Algérie indépendante et qui inspire d'ailleurs toujours notre action politique depuis 1962. N'est-ce pas, docteur Fouad Soufi? Je rappelle que vous êtes historien. Oui, c'est pour ça que... Je vous donne la parole en premier. C'est gentil, mais enfin, par rapport à la question que vous venez de poser, je suis peut-être pas du tout même apte à répondre. Par contre, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette date elle-même, hein, sur le choix du 5 juillet, sur ce qui s'est passé le 5 juillet. Bon, j'entendais tout à l'heure dans le reportage quelqu'un qui disait oui, les femmes sont sorties. En fait, les femmes sont sorties le 1er juillet pour aller voter. Tout à fait. Et là, on a le des référendum, images. Oui. Pour le référendum. C'est là que les femmes, j'allais dire les blouses blanches, les haïks blancs sont sortis. Et les colombes. Partout. C'est ce qui va frapper l'imaginaire des journalistes étrangers. Voilà, je crois que je voudrais le rappeler. Et je voudrais rappeler autre chose qui est moins gai, c'est que le 5 juillet, il y a eu des morts quand même. Il y a eu des morts à Oran. Il y a eu des morts. Il s'est passé des choses un peu terribles à Oran. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais hélas, Oran n'a pas participé à la fête. Hein? Donc pendant une demi-journée quand même. Hein? Donc il y a eu des morts. On pourrait y revenir, d'autant que ça va être instrumentalisé comme par hasard,
justement ceux qui ont provoqué ces graves incidents. Voilà, je tenais à dire essentiellement cela. Alors après, on peut ajouter d'autres... l'historien peut s'intéresser, mais il n'y en a pas beaucoup, à l'histoire économique. L'historien peut s'intéresser à l'histoire proprement politique et à l'histoire des relations internationales. Il n'y en a pas beaucoup, mais heureusement, il n'y a pas sur le terrain de la recherche que les historiens. Et très souvent, on ne peut pas attendre grand-chose aussi de la tournure prise par la recherche historique chez nous. Alors ça, c'est ma petite seconde d'agressivité par rapport à mes collègues. D'accord, mais ça ne pose aucun problème, monsieur Souvé. Vous êtes historien, justement, et vous avez l'attitude et la compétence, justement, pour éclairer notre lanterne. Vous avez évoqué le côté économique, le côté politique. Heureusement, avec nous également, des spécialistes en économie, des spécialistes, donc, économie, énergie, pour être encore plus pointu, des relations internationales, de géopolitique. Transition toute faite, d'ailleurs, vous me prêtez, vous me donnez la perche justement pour passer à ce chapitre économique qui est très important aujourd'hui. L'Algérie a entamé depuis des années déjà des ajustements économiques avec une cohésion, une panoplie de lois et de règlements justement pour relancer l'économique et qui donnent aujourd'hui leurs fruits d'ailleurs. C'est perceptible dans le domaine des mines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture. Pour la première fois, on parle d'une récolte céréalière des plus importantes d'ailleurs, et qui nous permettra de nous libérer de ce joug de la dépendance à l'importation. Votre avis, un premier avis, monsieur Chikhaoui Arslan. Merci tout d'abord de votre invitation et je salue mes amis et collègues qui sont autour de la table. Alors, en fait, et avant d'entrer, on était en train d'en parler. Il faut tout remettre dans son contexte. Dès qu'on sort du contexte et dès qu'on met tout en dehors du contexte, on ne pourra pas comprendre quel va être l'avenir et comment nous nous projetons dans le futur. Alors, effectivement, aujourd'hui, je reprends l'aspect aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui est une dynamique qui est basée essentiellement sur, je dirais pas une mutation politique ou économique, mais une mue économique et politique. Et également une mue diplomatique liée au contexte lui-même. Donc dans cette panoplie de mues, d'accord, il y a ce qu'on appelle, ce que vous avez si bien mis en relief, c'est toute cette dynamique énergétique de ressources naturelles, de ressources minières, que l'Algérie est en train d'exploiter aujourd'hui pour pouvoir se donner une position au niveau régional et au niveau international. Au niveau des 3 aires, les fameuses 3 aires dans lesquelles l'Algérie est en train de s'ancrer depuis un bon bout de temps, qui est l'ère ou l'espace nord-africain, l'espace méditerranéen, l'espace arabe et l'espace africain. Et dans ce contexte-là, ces 3 grands espaces sont des aires d'intérêt commun, donc que nous devons partager avec d'autres. Et de ce fait, l'Algérie est en train de développer une nouvelle diplomatie, qui est une diplomatie énergétique, une diplomatie minière, une diplomatie, je dirais, plus que de proximité, une diplomatie d'influence, et une diplomatie, networking diplomatie, la diplomatie de réseautage. D'accord? Encore une fois, tout est basé aujourd'hui, tout repose sur ces différentes diplomaties, la diplomatie économique, mais
essentiellement la diplomatie non institutionnelle. Jusque-là, il y a toujours eu, dans l'histoire, les historiens sont là, à travers l'histoire, l'histoire contemporaine, il y a eu une diplomatie plutôt classique, une diplomatie plutôt basée sur des relations politiques. Depuis quelque temps, il n'y a pas que l'Algérie, la diplomatie s'est élargie. Nous avons aujourd'hui la diplomatie du dollar, la diplomatie de l'énergie, la diplomatie des otages. Il y a une diplomatie des otages. Aujourd'hui, on parle de diplomatie des otages. Donc, et toutes ces diplomaties aujourd'hui font en sorte à ce que la diplomatie institutionnelle est appuyée par une diplomatie track-to, une diplomatie non institutionnelle. Et cette diplomatie non institutionnelle, elle est là pour appuyer également les fondamentaux de la politique algérienne, qui est claire aujourd'hui et qui est basée sur une diversification des partenaires, diversification économique. Tout est lié à la diversification avec cet élément clé qui est celui d'être un pays non aligné. En fait, non aligné ne veut pas dire non aligné par rapport à un seul pays, non, ou par rapport à un bloc, pas du tout. C'est un non-alignement global qui permet d'avoir plutôt des partenariats, de tisser des partenariats multiformes et de diversifier ces partenaires, qui soient politiques ou qui soient économiques ou qui soient stratégiques. Justement, dans le même sillage, sur la même lancée, Mohamed Achir, économiste, enseignant à l'université de Tizi Ouzou, 63 ans déjà depuis l'indépendance. Comment voyez-vous le chemin parcouru, évoqué d'ailleurs par Aslan Chiraoui, par l'Algérie sur le plan économique, à l'aune justement de ces ajustements que vous avez évoqués, opérés ces dernières années, notamment favoriser la production nationale, exploiter notre potentiel. Quels sont, selon vous, les piliers actuels de notre souveraineté économique que nous recherchons? Justement, dès l'indépendance, l'Algérie s'est donné comme objectif aussi le recouvrement de l'indépendance économique. Après l'indépendance, bien entendu, des hommes politiques et de territoire, donc c'est l'indépendance économique qui a été quand même l'objectif phare des pouvoirs publics. Donc en commençant d'abord par réparer un peu la tragédie coloniale et la barbarie coloniale, parce que l'Algérie s'est retrouvée quand même un pays à majorité, disons, à une population à majorité analphabète. D'abord, il fallait relever le défi de l'éducation de masse, et l'Algérie s'est investie énormément dans l'éducation, dans la santé et dans la réparation un peu de toute de plus d'un siècle, 130 disons, 130 années de féodalisme carrément, et de spoliation. Et donc c'est pour cette raison d'ailleurs que même la déclaration du 1er novembre 1954 s'est donné déjà le projet de l'État national, qui est un État, une république algérienne démocratique et sociale. Donc l'aspect d'abord social était mis au centre c'est-à-dire des objectifs de la révolution algérienne, parce que il faut parler d'une révolution. Donc c'est une révolution permanente qui a continué après l'indépendance, mais cette révolution de décolonisation, c'était une révolution aussi de rupture. Donc une rupture avec un système colonial exploiteur, une économie basée sur l'extraction des ressources, qui approvisionnait la métropole, donc qui est basé aussi sur l'exploitation de l'eau. Et tout ça, ça a été un peu le défi à relever. Comment réparer tout ce fardeau colonial. Donc, les objectifs fixés, déjà d'abord, c'était, j'ai dit, l'éducation, la santé, relever le niveau de bien-être,
mais aussi la nationalisation. Commençons par d'abord la création de la Banque d'Algérie, le dinar algérien, avril 1954, la Banque centrale, décembre 1963, et puis la nationalisation aussi progressivement des institutions financières et bancaires, 1964, 65, et puis en arrivant bien sûr à la nationalisation des hydrocarbures, et là je laisse M. Kfeifi, peut-être il est mieux placé que moi pour en parler. Donc c'était le défi, donc construire une économie souveraine et une économie diversifiée effectivement, une économie industrielle. C'est pour cette raison qu'il y a eu deux révolutions, la révolution industrielle et la révolution agricole aussi, et même la révolution culturelle. Parce que la révolution c'est une rupture avec un ordre, un système colonial établi, donc et même la révolution culturelle. Donc après c'était la poursuite de réalisation, mais aujourd'hui donc je pense que l'Algérie elle a franchi des étapes cruciales et importantes dans 63 ans, c'est-à-dire après l'indépendance, l'Algérie est sur la voie d'émergence. Et là, il a quand même parcouru et relevé beaucoup de défis économiques et sociaux, surtout sur le plan social. L'Algérie qui distribue des millions de logements pour la population. Nous aurons par exemple, justement. Sur le plan économique, justement, on est une économie quand même, on a une économie qui est sur la voie de diversification, que ce soit en termes industriels. L'agriculture, elle représente aujourd'hui 14% du PIB, soit une valeur ajoutée de 37 milliards de dollars. Et on a une industrie de transformation agroalimentaire. On a un potentiel industriel dans plusieurs filiales industrielles aussi. On a une industrie militaire assez développée aussi. Donc tout ça, c'est des défis relevés. Et le chemin, bien sûr, il est là pour continuer encore la diversification économique et la diversification des exportations hors hydrocarbures. Mais une chose est sûre, que l'Algérie a emprunté la voie d'émergence, la voie de souveraineté. Et d'ailleurs, ces dernières années, l'Algérie s'est fixé même un objectif consistant à réaliser ce qu'on appelle des autonomies stratégiques, que ce soit dans le domaine sanitaire, dans le domaine économique, la sécurité alimentaire, même dans le domaine de informatique et cybernétique, etc. Donc voilà un peu les défis et le potentiel. Il est très important, surtout qu'aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, nous comptons quand même environ 13 millions c'est-à-dire de scolariser, que ce soit dans l'éducation, dans la formation professionnelle et à l'université. Et ça, c'est une véritable richesse. C'est 13 millions quand même. Et qui sont aussi scolarisés gratuitement. C'est le capital humain, le vrai humain, capital. Voilà, donc c'est des conditions d'émergence aussi. D'accord. Monsieur Mohamed Achir, vous l'évoquez dans votre intervention, vous avez parlé justement des acquis. L'indépendance, c'est une victoire remportée, mais le plus difficile reste sa consolidation, pouvoir la préserver. Et pour pouvoir la préserver, il faut qu'il y ait des acquis, des réalisations, un socle justement pour préserver cette indépendance. Donc sa consolidation, pour pouvoir la cimenter. Nous parlons de ces acquis, des réalisations qui consolide les acquis sociaux, notamment, vous l'évoquiez, fondement de l'État social dont se revendique justement l'Algérie. Ça fait sa spécificité, son identité autant qu'État, autant que pays. Je vous propose de suivre ce reportage signé Sofia Boukacha. L'Algérie est un État démocratique et social dans le cadre des principes de l'islam. L'Algérie, fidèle à son caractère social malgré les évolutions économiques mondiales, continue de maintenir les protections sociales. Depuis 2019, elle renforce cette dimension à travers plusieurs mesures concrètes. Chérif Raïs, professeur de droit public à l'université de Tizi Ouzou. Après l'indépendance, nous avons eu un certain nombre de textes fondateurs. C'est le socialisme, c'est l'interventionnisme de l'État. Même avec le vent du libéralisme qui a soufflé sur
les démocraties socialistes de l'Europe de l'Est, avec la chute de l'Union soviétique, l'Algérie, bien sûr, a adopté un certain nombre de réformes. Même avec l'économie de marché, l'Algérie n'a pas adopté le libéralisme sauvage ou le libéralisme absolu. C'est un libéralisme social. Maintenant, revenons aux dernières années, notamment depuis 2019 à ce jour. L'État social a été affirmé à plus d'un titre à travers 3 éléments. C'est la revalorisation des salaires. Deuxièmement, le maintien des transferts sociaux. Troisième point, le soutien aux prix produits de base. L'Algérie a connu des réformes sociales marquées par des décisions importantes qui traduisent cette volonté politique d'investir dans le bien-être des citoyens. Ces efforts s'inscrivent dans une dynamique plus large, notamment en direction des travailleurs de la fonction publique. Amar Takjout, secrétaire général de l'UGTA. Il y a eu pas mal de décisions au profit des travailleurs de la fonction publique, des augmentations, la mise en place des statuts particuliers. Il y a aussi la couverture des chômeurs. Ces décisions vont dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat et de la consolidation sociale des travailleurs et des retraités. Et dans la perspective, il y a une volonté d'aller vers une révision du SNLG vers la fin 2025, début 2026. Le secteur de l'éducation occupe une place centrale en Algérie et le droit à l'éducation traduit le caractère social de l'État. Les politiques mises en place viennent renforcer la stabilité du secteur et reconnaître davantage les rôles des enseignants. Retraite anticipée, recrutement massif et statut particulier, des acquis qui, selon Farhat Chabakh, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation, renforcent le rôle des enseignants. On attendait ce statut depuis longtemps et la retraite, vu c'est parmi les métiers les plus pénibles. Il y a eu presque 144 000 enseignants intégrés, ça donne une stabilité. Même dynamique dans le secteur de la santé, qui a connu ces dernières années des avancées notables avec des mesures qui visent à améliorer les conditions de travail des médecins et le service aux citoyens. Professeur Rachid Belhadj, président du syndicat national des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires. En 2024, donc, le statut de l'enseignant-chercheur universitaire a été publié et nous avons quand même pu arracher des acquis importants, notamment la création de nouveaux postes et aussi la reconnaissance de l'activité hospitalière comme activité universitaire, aussi régularité des concours. Nous avons réussi aussi à créer une nouvelle génération de jeunes professeurs et nous sommes bien sûr en train d'essayer d'orienter le pouvoir public à la création de nouveaux CHU modernes et aussi à la formation continue de nos compétences hospitalo-universitaires. Depuis l'indépendance, l'Algérie a toujours affirmé son caractère d'État social, une politique qui continue de se renforcer au fil des années à travers des réformes et des acquis qui traduisent cette volonté d'investir dans le bien-être du citoyen. Justement, l'État social, Sophia Boukelcha l'évoquait à l'instant, un des principe d'ailleurs, moi je dirais, fondateur, inscrit avant même l'indépendance, congrès de la Soumam notamment, et qu'on retrouve d'ailleurs après, n'est-ce pas, Fouad Soufi, historien. Oui, c'est vrai, il y a un continuum. Ça, je crois qu'on peut le reconnaître, même si ma grande désolation, c'est qu'il n'y a pas d'historien de l'économie. Il y a des économistes qui font de l'histoire et ce sont eux qui nous guident en réalité, mais qui font de l'histoire, qui travaillent l'histoire, voilà, quand je dis qu'ils font de l'histoire. Mais c'est vrai, lorsqu'on revient aux textes fondamentaux de ce pays, on retrouve, comme l'a dit votre collègue, des principes de démocratie et de démocratie sociale, c'est-à-dire qu'en fait, en termes plus clairs, de justice sociale, parce qu'on a vécu justement dans l'injustice. Donc c'est tout à fait naturel que le mouvement national développe cette idée de justice sociale. Mais lorsqu'on rentre dans cette problématique, il y a celle du temps. Et le temps de la politique n'est pas celui de l'administration et n'est pas celui de l'économie. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'il va y avoir une rupture dans la gestion administrative? Est-ce qu'il va y avoir une rupture dans la gestion économique, comme il y a eu cette rupture politique? On se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, alors il y a un mot que j'utilise et j'abuse, c'est pour ne pas trop rentrer dans le détail. Lorsque ces hommes prennent le pouvoir, donc s'accaparent de la politique, je fais exprès de dire qu'ils s'accaparent.
en réalité, ils vont être géniaux, dans le sens où, en disant faire la révolution, ils vont perpétuer les expériences économiques qui ont été mises en place au moins depuis le milieu des années 30 par le système colonial. Parce que le système colonial, il a beau être ce qu'il veut être, il y a une réalité. L'Algérie n'est pas la France et ne peut pas être la France et ne veut pas être la France. Et ça, c'est des termes politiques. Donc, ils vont se rendre compte qu'il y a un mouvement de fond qui agite la société. Et ça depuis les années 30. Je ne parle pas d'avant, depuis les années 30. Et je donne pour exemple la Société des transports d'Afrique du Nord. Parce que j'ai peut-être ce défaut, mais le diable se cache dans le détail. Tout à fait. Alors voilà, le système colonial est libéralement et économiquement un système libéral. C'est du capitalisme. Mais voilà que le préfet, lui, va se mêler d'un problème économique. Quoi? Il y a une société de transport dans le département d'Oran qui s'impose par sa gestion aux autres. Et c'était une société de transport de l'Arbi Ben Dimred. Comment ça? Un indigène qui arrive à créer une société de transport, mais il ne sera pas le seul. Il ne faut pas oublier que Ben Boulaïd a eu sa société de transport. C'est pour ça que les détails sont intéressants. Et puis donc, il va le casser en l'obligeant à s'allier avec une société de transport rivale, Gomez. Et pour le casser dans les formes du libéralisme, ils vont créer une société de transport nord-africaine. Je cite cet exemple, mais il en est d'autres. On va se rendre compte qu'effectivement, la Deuxième Guerre mondiale va provoquer quelque chose. C'est la coupure avec la France. Les produits n'arrivent plus et les produits ne partent plus. Il faut donc un certain Messerschmitt, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas mes références ici, va poser le problème du début de l'industrialisation de l'Algérie. Mais ce qui est en contradiction totale avec le système colonial. Mais il va dire, on ne peut plus continuer comme ça. Un système de peuplement basé sur la négation de l'Algérien. Alors, et pour aller en raccourci, en 1937, la France, c'était le Front populaire, va nationaliser les chemins de fer. Donc la grande compagnie Paris, Lyon, Marseille ou Méditerranée va être qui exploitait des lignes en Algérie, mais pas qu'elle, va être nationalisée. Et la SNCF va devenir la SNCF-A ici. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement qu'on va bloquer les chemins de fer au profit de la route. Et là, ça va durer chez nous jusqu'à il n'y a pas longtemps. On va préférer plutôt la route au chemin de fer. Avant qu'on ne se rende compte maintenant qu'en réalité, si j'ose dire, ça n'a rien à voir, mais enfin, les États-Unis sont nés des chemins de fer. Des chemins de fer et de la banque. Et on va perpétuer après l'indépendance cette primauté de la route sur le chemin de fer. Pourquoi je dis ça? C'est pour dire bien qu'il y a le temps de l'économie et il y a le temps de la politique. Alors, ce qu'on va faire, ce que par contre, là où, mais je ne suis pas spécialiste de l'histoire économique, j'avais un ami, Abdelrahim Taleb Ben Diab, lui oui, il a foncé là-dedans, il s'est rendu compte qu'en 1920, les Algériens achetaient des terres aux colons. C'est-à-dire que, et très vite, la police va réagir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc là, ça remet en cause le pseudo-libéralisme des colonies. C'était impossible. Mais c'était développé, et lui aussi a réussi à mettre en évidence cela, c'était développé chez certains
historiens de l'économie, alors là, de véritables historiens, si j'ose dire, Daniel Lefebvre, qui va faire sa thèse « Chère Algérie, la France et ses colonies ». Et il va dire, non, la France a toujours financé, l'Algérie a profité de... Voilà, je vais résumer ça comme ça. L'Algérie colonisée a profité de la France. Donc, nous n'avons aucun compte à vous rendre. Ce qu'avait fait à l'époque Abdrahim Taleb Ben Diab, il avait dit, oui, c'est vrai, l'Algérie, mais pas les Algériens. Et le problème, c'est les Algériens, c'est pas l'Algérie. Et l'Algérie, pour eux, c'est les colons. C'est le système bancaire qui a été mis en place. De crédit, même les SAP, allez-y, même les SAP, même les sociétés de prévoyance, etc. Mais enfin, tout ça, c'est pour drainer l'argent. Et il rappelait l'article, je m'excuse de monopoliser, mais l'article de Charles-Robert Hageron sur la fiscalité dans le Constantinois. Comment ce sont justement ceux qui vivent le plus mal qui paient le plus d'impôts. Et cet impôt va aller dans les caisses de la colonie. Hein? C'est pour ça que peut-être qu'il ne faut pas oublier ce type de détails. Alors, le grand détail, c'est le plan de Constantine. Mais là, je la joue facile. C'est le plan de Constantine qu'on va reprendre après. Mais moi, j'estime que c'est ce qu'il fallait faire, justement, puisque les études sont prêtes. Sauf que le plan de Constantine n'avait pas prévu, à son tour, un détail, l'indépendance. Je n'étais pas du tout inscrit dans leur... et là, j'ai lu des documents de l'époque, mais ils faisaient des projections jusqu'en 1975. C'est intéressant. C'est intéressant. Et là encore, il y a eu... Mais je vais m'arrêter là avec ce détail. Pour eux, l'indépendance de l'Algérie n'était même pas une vue de l'esprit. Non, ça ne rentrait pas. Ça n'existait pas. Ça ne rentrait pas. Les perspectives décennales de 1958 ne posaient même pas l'éventualité d'une rupture entre la France et l'Algérie à quelque date que ce soit. Hein, il y a une étude sur la... Alors je voulais arriver à ça, c'est une étude dans le cadre de ces perspectives décennales, c'est un document, hein, c'est un document qui prévoyait des aménagements dans Oran. Après l'indépendance, ça va être repris. Sauf que un wali avait dit non, Oran ne va pas aller vers l'est, il faut aller vers l'ouest. Mais un autre wali leur a dit non, regardez bien ce qui se passe à l'ouest d'Oran et à l'est d'Oran. À l'est d'Oran, c'est constructible, il n'y a pas de terres agricoles. Mais à l'ouest, c'est la région de Témouchent. Hein. Donc il leur a dit non, on va faire comme le plan d'urbanisme, le plan directeur d'urbanisme. On va garder, c'est comme ça qu'il y a eu l'université et toutes les cités, le gonflement de Birgir, etc. Mais il ne faut pas faire de complexe par rapport à ça. Ce sont eux qui l'ont fait, nous on fait le contraire. Alors ça, c'est pas une posture scientifique, à mon avis. Hein. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est vrai que ils ont développé des quartiers européens pour eux, etc. Mais ils vont développer, vous savez, ils vont développer des quartiers, ils les appelaient pas indigènes. Bon, mais ça va me revenir. Des constructions pour les Algériens. Mais c'est pas pour bien faire. C'est pas de la gentillesse ni de l'amour. Non. C'est pour bien cadrer. La main-d'œuvre surtout. Oui, bon, la main-d'œuvre, c'est évident. Mais c'est surtout le cadrage de la population. Vous ne rentrez pas là, je vous fais tout ici. Contrôle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la ségrégation. La ségrégation, tout ça. Mais une ségrégation soft. Parce qu'on n'interdit pas aux gens de venir. Mais le prix, on ne peut pas acheter, n'importe quel Algérien ne peut pas acheter rue d'Arzeux, c'est la rue de Mehdi, un appartement. En 59, je crois, les appartements de la rue d'Arzeux
le prix au mètre carré était plus important qu'à Paris. Ben oui, c'était le colon qui achetait. Donc ça a fait une augmentation. Mais vous, les Arabes, vous vous mettez là-bas, au coin. Au coin. D'où, après, ce qui s'est passé à Oran le 5 juillet, quand on aura l'impression que les Arabes ont envahi les quartiers européens. Je l'ai lu, ça. Ils n'ont rien envahi du tout. Enfin, voilà, en gros, je ne sais pas si je suis clair, mais enfin, en gros, ce qui va se passer. Maintenant, j'aimerais, encore une fois, revenir alors dans le plus grand passé. Durant la période de l'État d'Alger, on a connu deux grosses... Le XVIIe siècle, c'était la course. Le XVIIIe siècle, ça va être le blé. Ça va tellement être le blé que ça va nous ramener justement les mauvais acheteurs qui vont envahir le pays. Et dès que la colonie s'installe, donc après 1870, oui, on va rentrer dans la période de la vigne. Très intéressante cette période de la vigne. On va rentrer dans la période de la vigne, c'est elle qui va rapporter le plus, mais en même temps, c'est elle qui va recevoir le plus de l'État colonial. C'est pas notre petit vendangeur là, qui écrase avec ses pieds. Non, 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 ça va être le gros colon qui possède des centaines et des centaines d'hectares qui va recevoir ça. Et enfin, peut-être que le XXe siècle aura été celui des hydrocarbures. Mais le XXIe siècle, d'après ce que j'ai pu comprendre du rapport que j'ai lu, là, de, comment on appelle ça, là, le FMI, je crois que c'est le FMI, oui, ou la Banque mondiale, c'est celui de la diversification. Justement, monsieur... Et c'est ça qui est capital. Justement, si monsieur je peux Soufi, me permettre de donner un point de vue. Justement, monsieur Soufi, vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez parlé d'hydrocarbures, de diversification. Justement, dans ces prévisions, c'était la grande désillusion par rapport à la France, par rapport à la France coloniale. L'indépendance fut arrachée de haute lutte en 1962. Aujourd'hui, l'Algérie jouit de ses potentialités, une politique claire, nette et suivie. Ça nous permet justement d'évoquer ce côté énergétique, un potentiel énergétique important. Comment notre potentiel peut-il aujourd'hui servir notre ambition de développement, même principalement également régional? La question que vous avez posée, docteur Ali Kfeifi, expert en énergie et mineur. Vous posez une question qui est très difficile parce que la solution, si vous voulez, les solutions ne sont pas les mêmes. Vous parliez d'économie, d'histoire. Les solutions ne sont pas les mêmes, et surtout notre ami professeur, vous connaissez, enfin suivant les espaces, surtout le temps. Il y a le temps immédiat, il y a le court terme, moyen terme, long terme, il y a aussi le temps long. Il y a les transitions, et on arrive pour la première fois depuis, enfin, en gros, hein, depuis 60 ans à peu près, parce que le cycle de Kondratiev, c'est tous les 60 ans. Pour la première fois, on arrive dans un cycle nouveau de transition, pas seulement une, énergétique, économique, environnementale. Dans environnemental aussi, il y a eau, hydrique, je parle pour notre région de l'Ouest, il y a véritablement, si la nécessité, l'extrême obligation, c'est-à-dire pour un État, pour une nation, pour un peuple, de réfléchir sur le plan stratégique, tout comme on a besoin de respirer. Et c'est ce qui n'existe pas beaucoup, peut-être. Je l'ai connu un tout petit peu dans les années 60-70, vous parliez du plan de Constantine. Et effectivement, ce qui manque, qui devrait être immédiatement fait en Algérie, c'est pas de notre faute, hein. Notre faute c'est à toute la nation, parce que nous sommes sortis de la planification, qui n'est pas un acte, comment dirais-je, un acte communiste. Parce que les gens pensent que la planification c'est communiste. J'étais un peu
communiste dans les années, quand j'étais étudiant à 20 ans. Mais la planification, c'est le nerf, le cœur, l'âme de l'entreprise et aussi d'un pays. Et c'est ce que nous, parce que j'ai vécu ça à l'époque, j'étais dans l'industrie, dans la pétrochimie. Il y a, enfin, des personnes, c'est toujours des personnes qui viennent et qui sont venues au début des années 80, après la mort de Boumediene Allah Rahmou. Je ne me rappelle plus du nom du Premier ministre, mais c'est pour ne pas avoir à les nommer. Donc ils ont dit, planification, oulèche, secteur privé, encore oulèche, tout ça. Or, la stratégie, on en a besoin au niveau de l'État et même au niveau de nos frères et sœurs. Juste pour revenir à l'être humain. La stratégie chez nous, la stratégie c'est quelque chose de très clair hein, sur le plan de la rationalité. Vous faites un diagnostic, point fort, point faible, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Enfin, non, chez soi, c'est les faiblesses, les faiblesses et les points forts. De l'autre côté, c'est les menaces et opportunités. Vous ressortez des défis, vous faites des axes, parce qu'on ne peut pas se mettre partout, on ne peut pas se mettre dans le logement, dans tout. Et on définit des objectifs et des programmes. D'ailleurs, même les enfants, moi je dis, nos objectifs, je m'excuse de parler de nous, enfin, nous, on n'avait pas de stratégie à faire avant. Je parle des individus. C'était clair. Servir le pays. Servir le pays. C'était clair. Ni se marier, enfin se marier, bien sûr, ça faisait partie de nos objectifs. Mais surtout, servir le pays. Le pays, c'est quoi? De la valeur ajoutée. C'est toutes les variables de la fonction objective. La valeur ajoutée, l'emploi, la technologie, maintenant, bien sûr, d'autres éléments comme la RD, tout ça, l'intelligence artificielle, etc. Donc avant, c'était clair. Il fallait tout construire. Il y avait heureusement un peu d'output, un peu d'argent au niveau macroéconomique qui venait de l'agriculture, avait des avantages. L'agriculture, donc quand vous parliez le blé depuis des centenaires, la vigne et puis la chaîne de valeur vigne aussi, on ne peut pas en parler ici, c'est trop prématuré, mais la vigne, il y en avait partout. Moi je suis né dans un village à Stawili, où il y avait, d'ailleurs c'était une famille anglaise qui venait là-bas pour faire de la valeur ajoutée de la vigne. Donc il y avait beaucoup de choses. Et le problème maintenant, si je peux résumer sans aller trop ni dans le détail, ni dans les... Le problème de l'Algérie, si vous voulez, je ne parle pas de la cause, c'est, au lieu d'optimiser, c'est ce que vous demanderez l'économiste ou l'historien, toujours optimiser. On ne vous demande pas de faire ce qui est parfait, c'est optimiser. Déterminer un optimum qui évolue dans le temps, surtout que maintenant il y a les transitions, et puis conduire le véhicule. Le problème pour nous, c'est que on est entre le zéro et l'infini. Nous avons réellement, quand je dis le zéro, c'est par rapport aux ressources, à l'avantage comparatif. Nous avons, en termes d'avantage comparatif, tout ce qu'il faut. Pour le petit industriel, il vous dira, donnez-moi de l'énergie, et puis bien sûr, transport, tout ça, et puis un peu de financement. Et puis j'essaierai de réussir, bien sûr, avec un projet où il y a une rentabilité. Mais si vous ne profitez pas d'avantages naturels, comme en Europe, l'énergie, c'est avec le CO2 maintenant. Je ne parle pas du nucléaire, il n'y en a pas partout. Ils sont, enfin je dis un terme juste barbare, ils sont presque foutus. C'est pour ça qu'ils sont obligés de venir à nous. Pour ça que un pays que je ne nommerai pas, donc en face de nous, de la Méditerranée, ils vont venir, tout comme l'Espagne est revenue. L'Algérie a des ressources. Moi, tous les matins, je regarde en haut et je me dis, c'est pas possible que ce pays ait toutes ces ressources. Elles n'ont pas été créées dans les années 60, 70. Elles ont été créées il y a 1 milliard d'années, il y a 100 millions d'années, et il y en a partout, partout, partout. Vous parliez d'Oran, je vous dirais un jour peut-être, si c'était vrai, j'espère qu'on pourra l'exploiter. J'en ai parlé à un ancien ministre, Mskin, il a pris le téléphone pour donner une instruction, après c'était Yazid Zerhouni.
Il y a un endroit dans l'Oranie, nous avons peut-être le plus gros gisement de pétrole du monde. Je vous assure que c'est incroyable, incroyable. On peut avoir plus de précision là-dessus? J'en ai parlé à Yazid, il a pris le téléphone pour téléphoner au directeur de cabinet, pour téléphoner au directeur de cabinet, et il a eu de la chance, mais je comprends maintenant, il a remis le téléphone. Et il est allé téléphoner à quelqu'un qui était directeur de cabinet, je ne me rappelle pas, après il est devenu Premier ministre. Je ne donne pas son nom parce qu'il n'est pas en situation de répondre, donc je ne peux pas lui... Et je vous assure, l'Algérie, elle a quelque chose qui est à 90% de juste, si vous voulez, en pétrole, dans l'exploration. C'est pour ça qu'ils ont créé les géostatistiques. C'est pour ça qu'on parle de réserves prouvées, de réserves possibles, probables et possibles. Donc l'une, c'est 90% de taux de trouvé, l'autre, c'est 50%, et puis le possible, c'est 10%. Là, il suffit de faire 3 petits trous de 1000 mètres. Voilà, si vous vouliez plus de précision. 3 petits trous de 1000 mètres. Le système, parce que pour trouver du pétrole, il faut définir ce qu'on appelle un système pétrolier. Depuis la roche-mère, la migration, donc on migre, enfin je parle du pétrole liquide ou gazeux, il arrive quelque part où il se fait piéger par du sel. Là, il suffit simplement de faire 3 trous. Et c'est un gisement qui est plus grand que Gawar, peut-être. Vous vous rendez compte? Mais nous avons aussi les mines. Ça fait 15 ans qu'on en parle. Surtout mon ami, Nasreddin Kazitani, qui est prof, qui était patron de l'exploration de Sonatrach dans le Nord, qui a créé le CRAG. Et ensuite, il est allé comme prof, peut-être au bas des Pyrénées, peut-être pour voir un peu les anciens qui sont passés là-bas au temps avant le XVe siècle. Et donc, on a travaillé, et vous parliez de la France, je passe du coq à l'âne, mais ça fait juste un peu pour dire pourquoi peut-être nos frères et sœurs n'ont pas trouvé. Peut-être, j'ai fait France, j'ai fait l'école des mines, Institut français du pétrole, aussi de l'économie, et donc j'ai pu profiter de mon séjour là-bas, comme dirait l'autre. Donc, bien sûr, mon séjour, pas pour moi, pour mon pays. Enfin, je le dis comme ça. Et donc, la base de données, pour ça l'histoire en économie pétrole, je suis à Saïba, une grande partie des bases de données qui ont commencé pour les mines avant 1830. Avant 1830, ce pays est tellement riche qu'avant 1830, les gars venaient en bande, j'allais dire non organisée, mais en fait organisée, parce que c'était l'empereur qui dirigeait le tout. Et c'est comme ça que, par exemple, vous trouviez, je passe du coq à l'âne, ça vous trouviez par exemple les mines de Tébessa, les mines à phosphate, ont été découvertes par qui? Par quelqu'un qui venait, c'est un spécialiste en botanique. Et donc, il a cherché, donc parce que là, dans la géologie, vous avez aussi les géosciences donc, qui permettaient, donc il a découvert comme ça en 1879. Donc je reviens un peu si vous voulez, aux ressources qu'on a. Le problème, c'est les bases de données. On ne les a pas eues, et les gens ne sont pas allés les chercher. Les archives. Les véritables archives, c'est aussi les données. Bien sûr, les données. Je ne peux pas trop m'étaler, mais Radouan Inch'Allah, avec l'intelligence artificielle, on peut sans avoir à se déplacer. Maintenant, je ne sais pas, je parle comme... les données, nous avons des ressources, je vous jure, extraordinaires. Je vous donne Bark. C'est pour tous les produits. Hein. Je ne parle pas par exemple des terres rares. Nous avons le premier gisement du monde. Le premier gisement du monde. Le calcul est fait depuis longtemps. Il est fait depuis le début des années 80, après Brahimi. Brahimi, c'était donc le Premier ministre. Il y a eu même un rapport de la USGC oui. Qui a de 1989 qui a déterminé de manière précise certaines terres rares, dont le strontium, qui sert aujourd'hui pour les écrans. La couleur bleue des écrans provient du strontium et nous sommes le seul détenteur de cette ressource. L'un des rares, oui. Ou l'un des rares, absolument, très rare même. Hein. Donc c'est juste pour... Oui, non, vous avez raison. Si vous voulez avoir des précisions, ils ont fini par comprendre, Raoutana. Ils ont fini par comprendre, après 10-15 ans, par exemple, les terres rares. Je vous dis quelque chose, je préfère parler dans un langage qui n'est pas compris. Nous avons des terres rares
Moi, je travaillais à peu près 7 années à Skikda. J'étais directeur du complexe pétrochimique. Donc, tous les 2 week-ends, j'allais à Annaba. Donc, il y a des plages à Annaba. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le sable qui est à Tahta al-Bahar. Le Temma. Je ne veux pas être trop précis. Dans la montagne, c'est Raïji. C'est des terres rares. Il y a des études qui ont été faites, bien sûr, des géoscientifiques algériens, mais aussi, si vous voulez, nous, ce dont on a parlé, c'est seulement les terres rares, pas les terres rares, toutes les ressources qui sont en surface. C'est extraordinaire ce qu'il y a. Oh, il y a quasiment tout. Dans le nord, dans le sud. Maintenant, depuis on travaille, ça fait 4 ans où les Français ont commencé 6 ans, sur ce qu'on appelle l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, juste pour vous donner, c'est l'économie qui compte, c'est pas la technique ou la science, c'est bien, mais c'est un moyen. Mais l'objectif, c'est toujours, votre objectif stratégique, c'est l'économie. Eh bien, vous prenez juste un exemple. Ça y est, on a réussi à sensibiliser. Moi, ça fait 4 ans, je passe mes jours et mes nuits à essayer de travailler sur ça. Bien sûr, sur la base de ce que font en France, aux États-Unis, tout ça. Parce qu'ils ont trouvé de l'hydrogène en France. D'ailleurs, dans une mine où j'avais travaillé quand j'étais étudiant. Folcheville, c'est à côté de Saint-Avold, en France. On a, nous... Mais ce qui est intéressant, je le dis, j'espère que... Ça y est, ils ont compris. Il y a 2 semaines, ils ont compris. L'hydrogène blanc, ni saleté, ni rien. Ça a été créé par la nature il y a 1 milliard d'années, à peu près. Et vous en avez des quantités pour 100 ans, 200 ans. Mais ce qui est intéressant, et là je vais m'arrêter, ça coûte 0,5 $ le kilo, alors que l'hydrogène vert, on a signé des contrats, 10 $ le kilo. 20 fois plus, ou 10 fois. J'ai travaillé après Skikda dans une boîte allemande, j'étais directeur de projet chez O2, qui est à l'origine de ces cellules d'électrolyse. Pour faire l'hydrogène vert, il faut acheter. Acheter, c'est en dollars. Des cellules d'électrolyse. Comment vous allez acheter des cellules d'électrolyse pour faire un hydrogène vert qui peut se faire à l'ouest de l'Algérie, je ne me rappelle plus du nom de ce pays, en Mauritanie, etc., etc. Alors que chez eux, ça coûte 20 $, 12 $, 10 à 12 $. En mode 12, parce que l'énergie solaire coûte un peu cher. Je parle du pays voisin, là, à l'ouest. Alors que chez nous, bien sûr, on peut le faire moins cher qu'eux. Mais aussi, on peut aller, simplement maintenant, c'est un problème, parce que ça fait 4 ans que le monde entier a commencé. Et l'Algérie va être un pays pendant 1 siècle. On ne va plus avoir besoin, Inch'Allah. Ou Inch'Allah, on n'aura jamais besoin. Moi, je suis totalement, je peux démontrer pourquoi, contre le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Bien sûr, nous en avons. Nous avons le plus grand gisement du monde. Nous ne sommes pas 3e, nous sommes 1er. On le sait depuis 20 ans, 30 ans, ceux qui s'intéressent à ça. Plutôt que de faire du gaz de schiste, qui sera nuisible pour l'Algérie, même si ça se fait aux États-Unis, mais aux États-Unis, ils n'ont pas d'uranium dans le sous-sol. Donc, comme on a de la corrosion, parce que la corrosion, elle vient d'où quand elle est dans le sous-sol? Elle vient des bactéries. C'est un peu technique, mais des bactéries. Et quand il y a corrosion, ben le fluide, donc le pétrole de schiste, gaz de schiste, monte. Et il arrive en haut quelque part où il y a de l'uranium. Quand il y a de l'uranium, après en dessous, au-dessus, il y a l'eau de l'intercontinental, du complexe terminal, 1000 mètres, 2000 mètres. Et cette eau, elle va aller dans tout le Sahara. Elle va inonder avec... Et on aura ce que le colonisateur voulait faire. A fait dans les années 50. Je m'excuse peut-être d'être aussi... Non, vous avez bien fait d'être aussi explicite, docteur Ali Kfeifi. Vous avez mis justement dans le contexte économique, dans le contexte des prévisions qu'il faut avoir, des projections qu'il faut faire. Donc, vous avez insisté sur l'impératif de maximaliser justement l'utilisation et l'exploitation de nos ressources qui sont très importantes et qui nous permettent justement cette diversification économique que tous les politiques, les économistes appellent de leur vœu. Vous avez évoqué l'hydrogène blanc, vous avez évoqué également l'impératif d'exploiter nos gisements
miniers, que ce soit à l'extrême sud-ouest, donc Béchar, gisement de Rarajbilet, ou à Tébessa et à Sougaras, avec une projection sur Annaba pour les terres rares, en effet. C'est des questions sur lesquelles nous aurons à y revenir dans la deuxième heure de cette émission spéciale. Mesdames, Messieurs, bonjour, encore une fois et soyez les bienvenus dans cette émission spéciale. À l'occasion du 5 juillet, nous parlons de l'Algérie indépendante, de son présent et de son devenir. Avec nous, Mohamed Achir, économiste et enseignant à l'université de Tizi Ouzou, Ali Kfeifi, expert en énergie et mines, Fouad Soufi, historien, et Aslan Chichaoui, expert en relations internationales. Dans la première heure, justement, Ali Kfeifi s'est adonné, disons, un aperçu exhaustif de nos potentialités énergétiques, économiques, avec des projections sur le futur. Notamment, vous avez évoqué les terres rares, vous avez évoqué également l'hydrogène blanc. Voilà, tout à fait. Vous avez évoqué également le secteur minier, donc le secteur minier avec cette ceinture qui a été établie aujourd'hui. Nous avons évoqué Rajbilat à l'extrême sud-ouest du pays. Également les mines à l'extrême est du pays avec une projection justement, donc Tébessa, Sougaras, une projection sur Annaba. Ce qui dénote d'ailleurs, Dr Mohamed Achir, d'une vision claire et planifier, le terme sur lequel avait insisté d'ailleurs Ali Kfeifi. Tout à fait. Je pense que nous assistons quand même ces dernières années c'est-à-dire à la reprise de cette notion de planification. Autrement dit, on se projette d'abord dans le futur, mais aussi on se donne quand même de l'ambition. Quand le président de la République parle de l'Algérie émergente, d'un pays émergent, et d'atteindre un produit intérieur brut de 400 milliards de dollars, avec bien entendu les projets qui ont été lancés dans plusieurs secteurs d'activité et cette justement volonté de diversifier l'économie algérienne. Donc cela, en quelque sorte, relève quand même un retour à cette notion de planification que nous avons effectivement abandonnée les années 80 et puis même les années 90 sous contrainte du plan d'ajustement structurel imposé par le FMI. Les années 2000, les deux dernières décennies de l'an 2000 ont été plus donc consacrées bien sûr à la construction des infrastructures de base et à l'importation aussi. Hein. Mais maintenant, on veut quand même réellement y aller vers une économie diversifiée et l'exploitation des ressources dont dispose notre pays, en commençant bien sûr par ces avantages que nous disposons, que la nature nous a donnés, notamment dans le secteur énergétique. Donc il y a des plans de diversification assez importants sur le plan énergétique, surtout une volonté d'y aller, de compléter la chaîne de valeur énergétique, c'est-à-dire de ne pas rester seulement dans l'exploitation et l'exportation du brut, mais développer davantage de pétrochimie et de diversifier cette pétrochimie pour qu'elle constitue donc une matière première ou un produit semi-fini qui va servir l'industrialisation du pays. Et même, c'est-à-dire, l'orientation a été donnée aussi pour le secteur minier, pour ne pas exporter, c'est-à-dire les produits en l'état brut, hein, mais de les exploiter pour pouvoir avoir une valeur ajoutée plus importante. Donc le phosphate, je parle du phosphate, du fer, l'acier, etc., ainsi que d'autres matières premières. Donc c'est une nouvelle vision, c'est-à-dire compléter la chaîne de valeur en amont et en aval pour pouvoir multiplier la création de la valeur, multiplier la création de l'emploi et construire une industrie intégrée au niveau national. On a aussi, donc sur le plan de l'agriculture,
des investissements très très importants. Donc cela montre aussi cette vision stratégique du pays. J'ai parlé tout à l'heure de cette volonté de construire des autonomies stratégiques, notamment dans le secteur alimentaire, de la sécurité alimentaire. Donc il y a eu des lois importantes qui ont été, c'est-à-dire promulguées pour pouvoir justement dépasser un certain nombre de verrous bureaucratiques et aller vers l'encouragement de l'investissement dans l'agriculture et dans l'industrie. Dans l'agriculture, donc, il y a des investissements maintenant très très importants. Il y a même une réforme de la loi foncière permettant justement des concessions de dizaines pas de dizaines, mais de milliers d'hectares. Hein. Donc la distribution quand même de jusqu'à 36 000 hectares, 100 000 hectares, même pour des investisseurs étrangers, investir surtout les céréales, qui était fixé comme un objectif stratégique, et aller jusqu'à 3 millions hectares de céréales. Et avec l'augmentation même c'est-à-dire de la partie irriguée jusqu'à 1 500 000. Donc c'est des objectifs pour permettre justement au pays d'atteindre une certaine sécurité en matière des céréales. Donc ça c'est un objectif stratégique et même de sécurité nationale aussi. Il y a aussi un élément vulnérable dans notre sécurité alimentaire, c'est la production du lait. Donc il y a un projet très très important aussi, hein, Bledna, au sud, pour produire à moyen terme ou à long terme, parce que c'est un projet qui va prendre plusieurs années dans sa réalisation, donc pour atteindre au moins 50% de la production du besoin domestique en matière de lait, en matière de forage et en matière même de viande rouge. Donc voilà, les Italiens aussi, 36 000 hectares. Donc pour produire du blé dur, et avec une usine de pâtes alimentaires, et avec même la production aussi des viandes rouges. Donc tout ça, c'est des projets intégrés, très importants, qui vont permettre à notre pays quand même de relever ce défi de sécurité alimentaire. Sur le plan aussi de sécurité sanitaire, donc il y a eu même la création de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, et il y a une vision maintenant c'est-à-dire d'augmenter la couverture de besoins domestiques en matière de médicaments. Donc on est, je pense, à 70%. Il y a des investissements très importants, la protection surtout même des médicaments destinés aux maladies un peu maladies difficiles, hein, chroniques et les maladies chroniques. Donc il y a eu des investissements au niveau en association des laboratoires étrangers, la production des vaccins. Il y a surtout avec Saïdal aussi, hein, qui a repris un peu son rôle et ses investissements. Donc c'est pour justement augmenter la production des médicaments et assurer cette sécurité alimentaire, parce que c'est des secteurs stratégiques. Parce qu'il faut rappeler que la pandémie de la Covid-19 a attiré quand même l'attention, pas seulement dans l'Algérie, mais de tous les pays du monde, hein, pour pouvoir, c'est-à-dire réaliser ces autonomies stratégiques. Nous avons aussi des programmes très importants et très ambitieux, et ça rentre dans le cadre de la planification stratégique, hein, c'est un peu aussi dans la digitalisation et la numérisation, et la construction, c'est-à-dire des data centers au niveau national, à travers le partenaire étranger Huawei, donc pour pouvoir justement arriver à c'est-à-dire d'abord maîtriser cette question numérique et domicilier les données au niveau national, c'est une question stratégique, mais aussi accompagner la modernisation de l'économie algérienne, c'est-à-dire à travers l'introduction maintenant des nouvelles technologies d'information et de communication, de l'intelligence artificielle. Donc il y a 2 jours, je pense, il y a eu même l'ouverture pour l'attribution des licences de 5G. De la 5G. Donc ça rentre également dans le cadre de la modernisation des services publics, mais aussi la modernisation de notre économie. Donc je pense qu'il y a plusieurs chantiers qui ont été ouverts, sans parler bien entendu de la loi 18
la loi la 22-18 sur l'investissement, qui a aussi apporté des changements, disons, radicaux en matière de l'environnement d'investissement, en autorisant quand même davantage les investissements directs étrangers, en les sécurisant aussi et en améliorant davantage la visibilité de l'environnement économique algérien. En plus de la loi 2309 aussi, la loi monétaire et bancaire qui a introduit des nouveautés importantes en matière de dinars digital, des banques d'affaires, de la finance islamique, mais aussi des banques numériques, hein, des banques digitales. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été, surtout en matière de renouvellement de socle juridique et institutionnel de notre pays. Et tout ça, ça prépare quand même les conditions de l'émergence de notre économie. La numérisation, justement, on va y revenir, c'est un chapitre très important. D'ailleurs, c'est un défi à relever cette année. C'est une instruction ferme qui a été donnée par le président de la République à plusieurs reprises. Mais je voudrais reprendre quelques mots clés que vous avez utilisés: souveraineté nationale, sécurité nationale, développement économique et planification. Justement, quand on voit cette cartographie de notre développement économique, je me permets de le rappeler encore une fois, le phosphate à l'est du pays, avec une projection sur Annaba, Rajbilet pour le fer, l'extrême sud-ouest du pays, et l'agriculture dans le sud du pays. C'est une ceinture économique qui fait face à une certitude de feu au niveau régional. Votre avis, Arslan Chikhaoui, expert en relations internationales? Effectivement, tout a été abordé, mais en fait, tous ces éléments-là permettent à l'Algérie d'être un partenaire incontournable, un partenaire avec lequel on doit discuter. Et tout le jeu est là. Et si je peux me permettre, le docteur Feifi a évoqué tout à l'heure un élément très important, qui est le passage d'avantages comparatifs à des avantages concurrentiels. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet esprit-là, nous sommes dans un esprit de concurrentiel. Et tous les éléments ont été abordés également par le docteur Achir, c'est-à-dire toutes ces stratégies. C'est bien d'avoir une stratégie, mais il faut la développer, d'accord, sur le terrain, et pouvoir avoir des intervenants. Alors, là aussi, je vais me permettre de revenir sur un élément pour pouvoir parler du futur, du positionnement de l'Algérie dans ce concert des nations. Et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est d'essayer d'être un pays émergent pour pouvoir être dans la cour au moins des moyens. Nous ne sommes plus dans la cour des petits, d'accord, tiers-monde, etc., etc. Mais nous sommes en train de nous acheminer vers la cour des moyens pour pouvoir arriver progressivement à travers le temps. Et on l'a dit tout à l'heure, la politique, c'est le temps long et jamais le temps court. Et tout le dilemme est là. Comment essayer de passer par... comment faire pour conjuguer les deux, le temps long et le temps court, et essayer d'être un incontournable sans pour autant avoir des effets. Et bien manœuvrer. Absolument, c'est de la manœuvre, et c'est surfer aussi au gré des vagues. Comment surfer et manœuvrer dans toute cette nouvelle dynamique internationale avec un certain nombre de défis, voire d'enjeux, hein, qui sont répertoriés ici et qui sont nombreux, d'accord, où il y a une compétition des grands acteurs de puissance. Chez nous, mais dans des autres espaces. Alors, effectivement, nous sommes passés de cette phase-là de réappropriation des espèces, des espaces, et non pas des espèces, d'accord, mais une réappropriation des espaces et une réappropriation des ressources. Donc ça, c'était la phase, disons, post-indépendance, d'accord, construction, fondation d'un État-nation, d'accord. Et là, nous avons un nouveau contexte pour tout le monde. C'est un contexte qui est en train de faire basculer la planète dans un nouveau monde. Et l'Algérie se prépare.
Parce qu'en fait, tout ce qui a été énuméré, je ne vais pas le répéter, mais tout ce qui a été énuméré autour de la table, c'est de se préparer à affronter et à faire face. Je dis bien affronter, je pèse mes mots, parce qu'il n'y a pas que faire face, mais aussi il faut l'affronter, et l'affronter avec des outils capables, avec des leviers importants, avec de la ressource humaine, mais également avec une diplomatie. Donc, tout ce qui a été dit sur le plan interne, économique, transformation, etc., sont l'expression de la politique interne. Et cette expression de la politique interne, elle se décline dans sa politique étrangère, qui, avec sa diplomatie, va dérouler les principes fondamentaux de sa politique étrangère vers l'extérieur et pouvoir être dans un jeu de compétition pour pouvoir attirer les investissements des IDE. Vous l'avez si bien dit, on ne fait pas d'économie sans capital. S'il n'y a pas de capital, c'est le moyen financier, c'est l'argent. S'il n'y a pas de capital, c'est le nerf de toutes les guerres. Et donc, si nous n'avons pas de capital, c'est pas possible. Aujourd'hui, on remercie un petit peu les ressources naturelles qui sont les hydrocarbures, qui nous permettent d'être encore dans une situation de pays à rente pétrolière. Donc cette rente-là est à juste titre intéressante, parce que c'est elle aujourd'hui qui soutient toutes ces politiques et toute cette planification. Si nous n'avions pas de rente, excusez-moi, mais quand on voit des pays sans rente pétrolière, sans rente aucune, d'accord, tout court, c'est des pays qui n'arriveront pas à émerger à un moment donné. Aujourd'hui, c'est la rente pétrolière qui nous permet de pouvoir mettre en place toute cette stratégie, ou ces plans stratégiques, ou cette planification stratégique, parce qu'effectivement, vous l'avez si bien dit, on a tendance à se tromper et à dire que la planification, c'est du communisme, du socialisme. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Le plus grand planificateur, ce sont bien les États-Unis d'Amérique. Donc, et par rapport à tout ça, je voulais en venir à un point important. C'est que l'Algérie ne se positionne plus dans ces espaces et dans ces aires d'intérêt commun ou dans ces aires d'intérêt stratégique uniquement sur le plan politique. Elle se positionne également sur le plan économique. Et sur le plan économique, il faut le dire, et il ne faut pas avoir honte de le dire, nous sommes en compétition avec d'autres pays. Nous ne sommes pas uniquement en compétition avec des pays voisins, nous ne sommes pas en compétition avec des pays, uniquement avec des pays de notre espace méditerranéen, mais nous sommes en compétition avec plusieurs autres pays, notamment aujourd'hui, quand on voit que les États-Unis d'Amérique, que le président Trump est en train d'essayer de tout faire pour attirer les investissements étrangers vers les États-Unis d'Amérique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, c'est un signal qui nous est donné. C'est le fait de dire, vous aussi, vous êtes en compétition avec moi. Je vais vous donner un exemple très simple. Parce que c'est très important, tout ce qui a été dit, c'est bien d'avoir une stratégie. Mais il faut la décliner et la mettre en musique et en œuvre. Lorsque vous avez un forum sur les investissements, un forum aux États-Unis, un forum mondial sur les investissements en Algérie, aux États-Unis, excusez-moi, est-ce que vous pensez que c'était dans une logique de pouvoir promouvoir les investissements des pays invités, ou c'est l'inverse? C'est l'inverse qui s'est passé. En fait, les États-Unis d'Amérique ont fait leur forum, ils vont en faire encore un autre demain, après-demain, du 9 au 11 en Afrique, d'accord, pour pouvoir capter le capital étranger, capter également le capital algérien. Nous nous sommes trompés, nous nous sommes tous trompés en se disant, nous allons capter le capital américain. Oui, nous allons capter un petit peu de capital américain, mais nous sommes dans une logique de give and take. Et la logique de give and take, c'est que nous allons devoir également investir. Et tout le monde est à la recherche du capital aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique, la méga puissance mondiale, est en train d'essayer de capter ce capital qui existe un peu partout. Et nous le voyons, du 9 au 11, il y a un forum
qui touche 5, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 pays africains, d'accord? Et qui concerne ce que vous avez dit tout à l'heure, les fameux minerais, les fameuses terres rares. Tout le monde est à la recherche des terres rares. Et ça, c'est le levier de l'Algérie aujourd'hui. C'est un des leviers de l'Algérie aujourd'hui, les minerais. La diplomatie minière est un des leviers de l'Algérie, en même temps que la diplomatie agricole, etc. Pourquoi c'est un levier? Parce que c'est très simple. Le schéma est très simple. Il n'y a pas de Silicon Valley s'il n'y a pas d'industrie militaire, s'il n'y a pas d'industrie spatiale. Nous sommes d'accord. Elon Musk, pour prendre cet exemple-là, Elon Musk s'est fait sa fortune grâce aux contrats publics de l'industrie spatiale et de l'industrie militaire. Par contre, cette industrie spatiale et cette industrie militaire, et cette Silicon Valley, la Silicon Valley, c'est la matière grise. Mais la matière grise, si elle n'est pas financée, il n'y a pas de recherche et développement si on ne finance pas la matière grise. Donc il n'y a pas de Silicon Valley s'il n'y a pas de terres rares. Aussi simple que ça. Terres rares, matière grise, donc aussi rare, d'accord, matière grise et industrie de défense ou spatiale ou autre, d'accord, ou technologique ou IA, etc. Donc en fait, il y a une course aujourd'hui, et c'est l'enjeu des grandes puissances, des grands acteurs de puissance aujourd'hui, c'est l'enjeu pour tout le monde, y compris pour l'Algérie. Et l'Algérie aujourd'hui, avec tous ces éléments-là, est en train de mettre, après cette fameuse réappropriation des espaces et réappropriation des ressources, et surtout son émancipation politique d'abord, après la colonisation, son émancipation économique et sociale, d'accord, et culturelle, etc. Aujourd'hui, c'est se préparer, encore une fois, je le redis, et je pèse mes mots, à affronter les enjeux du futur. Et si nous n'arrivons pas à les affronter sérieusement et sereinement, nous serons dépassés. Et donc, nous avons des leviers aujourd'hui, ils sont là, ils existent, 63 ans après, ils existent, et c'est en train de se mettre en place petit à petit, parce que vous avez dit tout à l'heure, le cadre juridique, sa position de principe, mais également, l'Algérie est en train de manier les deux, manier cette diplomatie de principe et manier cette diplomatie d'intérêt. Ce que nous n'avions pas au départ, ce que nous n'avions pas dans le passé. Dans le passé, nous étions axés sur une diplomatie d'intérêt, sur une diplomatie de principe, au détriment un petit peu de la diplomatie d'intérêt, parce que nous étions dans un système plutôt centré sur lui-même pour pouvoir construire cet État-nation. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous sommes aussi en train de développer cette diplomatie d'intérêt pour pouvoir soutenir la diplomatie de principe. Si nous avons une politique de principe sans être transactionnel, parce que c'est de la transaction, sans être transactionnel, on ne va pas loin. Donc voilà globalement ce que je voulais rajouter un peu à ce qui a été dit. Sur les constances justement, Aslan Chichaoui, de la politique étrangère nationale, qui sont immuables et qui trouvent leur source justement dans notre parcours révolutionnaire. Je reviens sur ce que vous avez développé pour résumer un petit peu, diversifier notre économie, oui, mais également se projeter, donc avoir des parts de marché aussi à l'international, c'est très important. Il y a des projets, moi je pense à titre d'exemple à tout ce qui est réalisé avec nos frères mauritaniens, dans le domaine de l'électricité avec le Niger, dans le domaine énergétique avec la Libye, avec l'Irak aussi, hein, à titre pour ne citer que cela. Monsieur, justement, docteur Ali Kfeifi, quels sont, dans cette perspective et ces scénarios, les secteurs qui nous offrent plus de chances? Là, je n'aurais pas répondu à votre question. Enfin, je réponds parce que c'est un sujet d'intérêt pour nous qui sommes... nous aimons notre pays et on travaille dessus. Si vous voulez, je travaille dessus à tout moment. Et aussi sur... Cela dit, je n'ai pas fait exprès. Hein.
Ben, je vous remercie pour votre question. Si vous voulez, la chance que nous avons, n'ayons pas peur de dire les mots. Vous avez donc parlé de la richesse du domaine d'action, du système d'action, vers lesquels nous devrions aller. Si vous voulez, nous n'y sommes pas. Point négatif, nous n'y sommes pas. Point positif, voilà de la ressource qui va venir. Et il suffit de copier sur les pays qui réussissent. Donc il y a les États-Unis qui réussissent depuis des siècles. Il y a la Chine depuis 1980, avec des avantages et des inconvénients. Et donc, nous, ce que nous sommes obligés de le faire, voilà. D'abord, nous sommes obligés, je peux en une minute, sinon résumer. Je vous en prie. Voilà. J'ai lu et je relis là, un livre écrit par... c'est un hasard, hein. C'est une franco-russe. Russe, c'est pas la Russie communiste hein, de 1920. C'est la Russie, le peuple russe est un peuple de génie. Enfin, vous le savez mieux que moi. Dans le domaine philo, dans le domaine scientifique, Je parle du peuple russe. Et elle a écrit un livre que j'ai lu 2 fois ou 3 fois, Petite histoire de l'Afrique. Vous voyez comme ça, vous dites, tout un livre sur une petite histoire. Elle traite justement de sociologie. Moi, c'est en cela que ça m'intéressait. Juste en une seconde, et puis après Et qu'est-ce qu'il dit ce livre? Enfin, il montre et démontre le problème de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Je vois ça en termes géostratégiques. Qui est aux États-Unis, il y a la Mauritanie. Donc il y a 5 pays, comme disait M. Aslan Chiraoui, sont des pays qui sont proches. J'ai travaillé sur la Mauritanie, sur le pétrole mauritanien avec mon ami Nassaddin Kazitani, il y a une quinzaine d'années, pour découvrir du pétrole là-bas. Donc je connais un peu la Mauritanie. J'ai négocié avec eux, tout ça. La petite histoire de l'Afrique, moi c'est ça le côté positif. Elle montre et elle démontre, c'est une historienne, que le problème de l'Afrique, c'est pas la religion. Parce qu'ils avaient toutes les religions. Ils embrassaient les 3 religions. Animistes, chrétiennes, les 2 ou 3 branches chrétiennes, musulmanes. Et de quoi elle parle? Pas de problème juste d'une année, ou de 2 mois, ou de 3 mois. Elle parle de grands problèmes, enfin qui nous intéressent à notre âge, qui nous ont intéressés quand on était gamin, quand on avait 20 ans. C'est l'esclavagisme, qui existe encore. Je l'ai vu en Mauritanie. J'ai été là-bas plusieurs fois. Eh bien, le véritable problème dans la société, c'est le problème, je ne suis pas frileux, mais un tout petit peu, c'est le problème, la caractéristique rentière d'une économie. Je n'ai pas dit du mal, nous sommes tous des rentiers, le monde entier, tout ça, enfin j'exagère. Donc ce qu'il faut, c'est sortir de la rente, parce que demain, l'Afrique va sortir de la rente, elle va profiter de ses richesses minières, comme nous. Je vous donne juste un petit exemple, là je reviens à la mine si vous voulez, et puis par exemple pour la mine, j'ai étudié un peu ces derniers temps, si vous voulez, le cuivre. Nous avons, si vous voulez, le cuivre, ils ne le savent pas certains, enfin je parle même d'entreprises étrangères, hein. Le cuivre, nous avons des quantités absolument astronomiques, et révélées par un ingénieur géologue français qui a déposé une thèse de doctorat. Donc vous pouvez tous aller là-bas, dans un bled qui est beau à visiter, qui s'appelle Nice. Et quand? En 1980. 86 exactement. Et ce chef géologue a travaillé sur l'Algérie et la Libye. Et je donne des informations, mais qui sont connues de l'autre côté, hein. Et la thèse de doctorat, elle donne, pour le cuivre, je ne peux pas donner le chiffre, il est je l'ai ici, mais c'est absolument, si vous voulez, extraordinaire. Ce qu'ils ont, ce qu'il y a, ce que l'Algérie a. Un autre pays là aussi. Pas la Mauritanie, mais de l'autre côté. La Mauritanie aussi, mais de l'autre côté. Je ne me rappelle plus le nom parce que je perds la mémoire. Pour ce pays. Si nous ne commençons pas, ce pays va le faire. J'ai passé 3 années là-bas, à la tête de 30 ingénieurs et techniciens supérieurs de Sonatrach, où les États-Unis étaient partis en 1988. Les États-Unis donc ont quitté la Libye sous forme d'assistance technique, et les Libyens nous ont demandé. Ils ont demandé
à Rosalie, à l'Algérie, ils m'ont demandé, mes frères algériens. Je suis allé là-bas à la tête de 30 gars. C'est là où j'ai découvert les techniciens algériens. Je vous assure, quand ils sont sortis du petit marasme, si vous voulez, un peu bureaucratique, ils sont extraordinaires. J'ai découvert le génie humain. Donc, si vous voulez, il faut qu'on aille vite pour 2 raisons. Si on ne fait rien, la Libye va le faire. Ah, je m'excuse, j'ai oublié de ne pas donner le nom. La Libye va le faire. Deuxièmement, nous devons le faire. Pourquoi? Ce sont des calculs que je refais tous les 3 mois. Nous allons avoir un petit problème de balance des paiements. J'ai vécu ce problème en 91 dans notre pays. Je ne voudrais pas que, je ne me rappelle plus du nom de la banque ou du FM, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, j'ai des problèmes de mémoire. Je ne voudrais pas qu'ils reviennent dans 4 ans, quand on n'aura que 6 mois d'importation. C'est pour ça que je parle de planification. Et justement, un gage de sécurité pour notre pays. Et c'est un fait pratiquement rare. On a tendance à le banaliser, docteur Achir, pour abonder dans le même sens et pour sécuriser tout le monde. Notre pays n'a pas de dette extérieure. Et ça, c'est formidable. Oui, c'est une... Bon, c'est une vérité économique qu'on avance. Mais on l'a avancé tellement de fois qu'on a banalisé l'information. Mais c'est un fait unique, moi je dirais, de par le monde. Tout à fait, hein, ça donne quand même une capacité de résilience assez importante pour notre pays. Actuellement aussi, même en termes de position financière extérieure, on est à 16 mois d'importation, donc disons c'est confortable, même s'il ne faut pas compter trop sur ce niveau des réserves de change qui sont dans les 67 milliards de dollars. D'où la nécessité de la planification justement. Tout à fait, et de la diversification des exportations hors hydrocarbures. Mais sinon, le fait que l'Algérie n'a pas recouru à la dette extérieure, déjà lors des moments difficiles, hein, 2019-2020, parce qu'on était dans une situation où le prix du pétrole est tombé, je pense, à 11 dollars hein, pour le Sahara Blend, et puis avec aussi une baisse très très importante de nos exportations pétrolières et gazières. Donc l'Algérie a quand même su maintenir ce choix stratégique de ne pas recourir à l'endettement extérieur. Et aujourd'hui, ça constitue quand même un avantage pour notre pays. Et puis, ça donne même une bonne notation en matière de doing business. Parce qu'on voit, donc, quand on voit un pays, quand on veut investir dans un pays aussi, ça fait partie de la solvabilité de ce pays. Donc, l'Algérie est solvable, elle n'est pas endettée. Donc, ça, c'est très important aussi pour attirer les investissements directs étrangers. Donc, je pense que cette position, il faut la consolider. Voilà. Et comment la consolider justement? Il faut diversifier notre économie. Et la diversifier aussi, même dans le secteur énergétique. Nous avons des gisements très très importants. Les énergies fossiles, les énergies renouvelables aussi. On a des gisements très importants aussi dans le secteur minier. Donc nous avons un potentiel énorme nous permettant justement de ne pas rester dans cette dépendance en matière d'exportation des hydrocarbures. Et surtout aussi, il y a un plan de Sonatrach à l'horizon 2029, je pense, d'investissement très important. Je pense que c'est 40 milliards de dollars qu'ils ont réservés pour l'investissement. Il y a 1 année ou 2 ans de ça. Donc, et dans ce programme, il y a la pétrochimie, la diversification des produits pétrochimiques, même la fibre en plastique, etc. Et plusieurs aussi types de carburants, plusieurs types de produits pétrochimiques permettront justement des exportations à haute valeur ajoutée, pour ne pas rester seulement dans l'exportation de gaz et pétrole. Donc tout ça aussi, ça va permettre à l'Algérie quand même de consolider davantage sa position financière extérieure. Et en plus de ça, il y a un plan de rationalisation aussi et de substitution aux importations. Donc nous assistons quand même à la remontée de certaines chaînes, la remontée de filières, dans certaines filières industrielles, et nous passons progressivement de stade d'importateur au stade d'exportateur.
Donc tout ça, ça va aussi rééquilibrer la balance commerciale du pays, parce qu'il faut rester quand même vigilant par rapport à la situation, c'est-à-dire à la situation de la balance commerciale, étant donné qu'actuellement, malheureusement, on sait très bien qu'il est dépendante un peu de la situation géopolitique et géoéconomique mondiale. Donc à tout moment, ça peut y avoir des retournements dans les prix du pétrole et les prix du gaz, et ça va pénaliser dans ce cas la situation financière du pays. Mais pour l'instant, nous sommes dans une position qui est maîtrisable. La dette interne, certes, elle est là, mais cette dette interne, on peut la maîtriser, surtout on peut l'absorber progressivement avec une augmentation de taux de croissance économique et le retour sur investissement de tous ces grands projets qui ont été annoncés, notamment dans le phosphate et dans le fer aussi, ainsi que dans les grands projets agricoles, et même dans certaines industries. Donc on voit quand même, il y a des filières carrément qui sont nettement exportatrices, comme la filière de l'électroménager par exemple. On est un pays exportateur, hein. Il y a des grands groupes, on a plus d'une soixantaine d'entreprises dans l'électroménager et qui exportent aussi, hein. Donc il y a des filières, il y a une remontée des filières qui sont maîtrisées. Mais il faut y aller davantage parce que l'industrie, justement, quand on parle de la planification, il y a cet objectif qui s'est fixé, c'est arriver à 12% de taux de participation de l'industrie dans le produit intérieur brut. Donc ça, je pense qu'il faut travailler davantage pour concrétiser cet objectif. L'Algérie, donc, qui dispose de gros potentialités économiques, une position géostratégique aussi des plus importantes, et un capital diplomatique tout aussi important, reconnu par tous. Justement, voilà ce qui nous permet de passer justement à un autre chapitre de notre discussion, à savoir la diplomatie algérienne qui s'est imposée bien avant l'indépendance comme la voix des peuples opprimés en premier lieu. Depuis le 5 juillet 62, Alger poursuit ce rôle sur la scène internationale, multipliant les médiations avec un engagement en faveur de la paix dans le monde. C'est reconnu. L'Algérie est un pays faiseur et exportateur de paix. C'est aussi un pays qui est une citadelle de défense pour tous les opprimés de ce monde. C'est un travail réalisé par Lies Terghini. L'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. Avant même d'être un État souverain, l'Algérie a su imposer sa voix sur la scène internationale. Dès le déclenchement de la guerre de libération en 1954, les Moudjahidines ont compris que la bataille des armes devait s'accompagner d'une bataille politique, portée par une diplomatie parallèle, tenace et stratégique. C'est ainsi qu'est née, dans la clandestinité, la diplomatie du Front de Libération Nationale. Nourdine Djoudi, ancien diplomate. Notre diplomatie n'est pas née dans des grandes écoles, c'est une diplomatie qui est née de par la volonté de nos dirigeants de l'époque de mettre toutes les chances de notre côté pour que le combat réussisse. Dans une guerre asymétrique, il n'était pas possible, dans les conditions de combat, d'avoir une victoire à la Dien Bien Phu. Il fallait créer des conditions qui obligeraient la France, qu'elle le veuille ou pas, à s'asseoir à la table de négociation, ce qu'elle avait toujours refusé, en expliquant clairement à l'opinion internationale quels étaient les auteurs de la guerre de libération, pourquoi on faisait cette guerre de libération et qu'est-ce que nous espérions achever comme but. L'idée est venue de déléguer de jeunes Algériens dans différents pays pour leur expliquer la cause algérienne. On a ouvert des postes diplomatiques un peu partout dans le monde, y compris dans les pays amis de la France. Par exemple, à Boulahrouf, rahimahullah, en Italie, à Madrid, à Bonn en Allemagne et jusqu'à Tokyo. Avec Ben Habib, le FLN gagne d'abord le soutien des pays du tiers-monde. Ce moment marquera le début de la légitimité internationale du combat algérien dans les grandes institutions internationales. L'ONU adoptera plusieurs résolutions reconnaissant le droit du peuple algérien à l'autodétermination. 1962, l'indépendance. L'Algérie naît dans le sang, elle entre à l'ONU dès le mois d'octobre et fait très vite entendre sa voix. Il m'est agréable d'exprimer à votre assemblée nos vifs remerciements.
pour le vote unanime qui vient de consacrer notre admission dans la grande famille des Nations Unies. Dès l'indépendance, l'Algérie se démarque par un positionnement anti-impérialiste, anti-apartheid et farouchement panafricain. Qui a toujours eu ce principe de la libération totale de l'Afrique, de l'indépendance ou même de la libération sur le plan économique, sur le plan financier, etc. Je me souviens du président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, et qui me disait, mon frère, je n'oublierai jamais que j'ai été formé à l'académie militaire de Tchatchel. L'Algérie accueille les mouvements de libération de Palestine, d'Afrique, d'Amérique latine. Alger devient un symbole, on parle de la Mecque des révolutionnaires. I was the first South African to be given military training in Algeria. I went back home feeling that I was a man. Algeria is my country. La diplomatie algérienne aura joué un rôle important au niveau des médiations internationales. Après avoir joué un rôle clé dans la libération des otages américains à Téhéran en 1981, Alger s'illustre à nouveau quelques années plus tard en tentant d'éteindre les flammes de la guerre du Golfe. C'est quand même un groupe algérien qui a négocié l'arrêt de la guerre entre l'Irak et l'Iran, on l'oublie parfois. C'est des gens qui travaillent sur le très long terme. Ils savent comment négocier, parvenir à des paliers, etc. Un premier cessez-le-feu dans la guerre du Golfe. Personne n'y croyait. Les Algériens sont parvenus. Ils vont le faire dans le secret, dans la discrétion, une diplomatie, du pragmatisme. Ces dernières années, la diplomatie algérienne s'est redéployée. L'Algérie a orchestré avec succès la réconciliation entre les factions palestiniennes, une étape symbolique et politique majeure. اليوم يوم تاريخي رجعت المياه إلى مجاريها شاكر كل المسؤولين الفلسطينيين الحاضرين بكل فصائلهم. Faisal Djelloul, politologue. L'Algérie a dessiné pour sa présidence de la Ligue arabe un soutien très très fort de la cause palestinienne. La réconciliation des Palestiniens a eu lieu en Algérie. L'action algérienne a été très très importante après le sommet arabe. L'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le 1er avril 2024. Une occasion pour défendre les causes justes. À leur tête, la cause palestinienne. Amar Benjama, représentant de l'Algérie à l'ONU. Il y a un consensus au sein du Conseil de sécurité autour du rejet catégorique de tout projet visant directement ou indirectement le déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres. C'est un consensus rare, c'est un consensus précieux qui nous réconcilie avec le multilatéralisme. Les Nations Unies et le Conseil de sécurité ont besoin de reconquérir leur crédibilité et la confiance dans leur action. La délégation algérienne est disposée à travailler avec tous les collègues au sein du Conseil de sécurité pour avancer dans ce sens. Une autre cause continue de bénéficier du soutien de l'Algérie, celle du Sahara occidental. Pierre Galland, président de la coordination européenne pour la solidarité avec le peuple sahraoui. Remarquable au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne la défense des droits du peuple palestinien et aussi de ceux du peuple sahraoui. Donc je ne peux que me réjouir de savoir qu'il y a des États aujourd'hui comme l'Algérie qui, au sein du Conseil de sécurité, défendent les droits élémentaires des peuples encore aujourd'hui occupés, colonisés et exploités. La diplomatie algérienne se veut aujourd'hui à la fois non alignée, pacifique, attachée aux causes justes et pragmatique, au service d'un monde plus équitable. C'est ça qui amène l'Algérie à toujours s'opposer, à essayer de mettre des digues en face des interférences étrangères, parce que c'est cela qui complique la recherche de solutions politiques. L'Algérie digue en face justement des interférences de pays étrangers, pour reprendre les propos qu'on vient d'écouter. L'Algérie, citadelle de défense pour les causes justes, on l'a vu cette année notamment, après le drame de Gaza, du peuple palestinien, et tout l'appui qui a été apporté par la diplomatie algérienne, tous les forums, sur tous les plans, mais pour cette constance de la politique étrangère, il y a bien entendu un cheminement, une histoire, et cette histoire remonte à notre guerre de libération nationale Fouad Soufi. Elle remonte à la guerre de libération nationale, mais elle remonte même avant. Parce que j'ai eu comme ça la chance de rencontrer des jeunes qui partaient à pied en 1948
pour la grande question du partage comme ça au Moyen-Orient, disons, de la Palestine. Mais c'est même avant les grandes manifestations en 1936 qui ont eu en Palestine, qui ont eu un gros écho chez nous. Et donc on a eu toute une génération qui va être formée, non seulement pour la lutte de libération, politique ou armée, mais enfin ouverte à l'international. C'est pour ça qu'en 1955, il y a une délégation algérienne qui s'infiltre, enfin, entre guillemets, invitée par l'Égypte et d'autres pays arabes, pour participer à Bandung. Et l'écho de Bandung va résonner à travers tous les pays du monde, à l'international. Tout d'un coup, on se rend compte que oui, il y a une colonie française qui ne veut plus rester colonie. Et j'ai entendu tout à l'heure, donc, il n'y a pas d'école de formation de diplomates en 1950, d'où sont sortis Aïd Ahmed et Mohamed Yazid et les autres, dont on ne parle pas beaucoup. C'est peut-être dommage. Mustafa Ferroukhi, on n'en parle pas. Ce sont des gens comme notre ami qui captent dans l'ombre, oui, ils sont dans l'ombre, ils captent les dossiers, ils font des propositions. On les écoute ou on ne les écoute pas. Bon, là, ça dépend des considérations qui m'échappent totalement. Mais ceci dit, il y a là aussi, j'emploie le même mot, ce continuum. On n'est pas obligé, on ne s'est jamais, il me semble, placé dans une position où il faut choisir un camp ou l'autre. On a des tendances à aller vers peut-être un camp, mais pour des raisons précises. C'est celle de la libération des peuples. Maintenant, si il se trouve que le camp de l'Est participe à la libération de peuples, c'est tout à fait normal qu'on se sente lié. Maintenant, on n'est pas obligé forcément de devenir communiste. On ne va même pas chercher à l'être. Il y a des communistes, il ne faut pas les effacer de notre histoire. Ils sont morts pour ce pays. Mais enfin, il y a peut-être autre chose ailleurs à faire aussi. Je veux dire que parmi les grandes accusations portées contre le FLN, c'est qu'il était noyauté par les communistes. Ce qui était totalement faux. Les communistes étaient des patriotes qui ont participé à la guerre pour la libération, comme les autres, comme tous les autres patriotes. Certains patriotes vont devenir islamistes. On les a. C'est pas un crime en soi. C'est pas un crime en soi. Et ce qui est important, à mon avis, c'est que au bout des comptes, c'est le patriotisme qui va l'emporter, quelles que soient les positions originelles, les positions de départ. Au bout des comptes, c'est le patriotisme qui l'emporte. Et là, on a parlé des terres rares, on a parlé du système colonial. Moi, j'ai gardé en tête 2 ou 3 petites choses. C'est que on a un problème du blé. Et ces dernières années, depuis 2 ou 3 ans, on commence enfin, et heureusement qu'il y avait un économiste dont on ne parle pas beaucoup, mais ça fait rien, Omar Bessaoud a posé ce problème, blé dur, blé tendre. Le blé tendre nous est étranger. Il a été imposé par le système colonial. Ils ont même essayé, et ils ont échoué piteusement parce qu'ils posaient mal un problème, le dry farming. Ils pensaient qu'on pouvait faire comme aux États-Unis. Bon, là, ils ont tapé à côté. Mais nous, on continue à taper à côté, sauf ces derniers temps où on a, je vais dire, réhabilité le blé dur. Ou alors je me trompe et il faut m'arrêter.
Non, vous ne vous trompez pas. D'ailleurs, les statistiques sont là pour le prouver. Nous parlions au tout début de cette édition. L'investissement avec les Italiens, c'est tout à fait. D'ailleurs, même la récolte cette année, voilà, elle s'annonce très bonne d'ailleurs, et peut-être qu'elle va nous permettre justement d'atteindre cette indépendance pour le blé dur et l'orge. Hein. Et l'orge. Voilà. En fait, tout ce type de céréales qui ont été écrasées par le blé tendre, qui va nous donner de cette farine, cette farine va être de plus en plus raffinée, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Hein? Et derrière le raffinement va arriver le sucre. Des problèmes de santé publique. Voilà. Et un problème de santé publique avec un coût faramineux pour le Trésor. Ben oui, qu'on ne peut pas regretter. Mais si, justement, je suis content quand j'ai revu cette histoire de blé tendre, du blé dur, revenir et d'être d'actualité. Et le problème de la dette, c'est vrai, je m'excuse de revenir en arrière, hein, mais ça fait partie des relations internationales, la dette, puisque ça fait partie des échanges. Il ne peut pas y avoir de pays sans dette. Ou alors je me trompe encore. La dette fait partie du système capitaliste, fait partie des relations internationales. On emprunte, on prête, je suppose qu'on a prêté, puisque on a effacé des dettes. Mais c'est un acte à la fois économique et politique. On a effacé les dettes de certains pays. Certains pays n'ont pas été très, comment on dit là, très honnêtes avec nous après. On leur a effacé leurs dettes, ça les a pas... courtois également. Voilà, courtois. Je cherchais le mot. C'était peut-être pas gentil de leur part en tous les cas. Mais je me souviens d'une lecture d'un livre, j'ai oublié l'auteur, Gleber peut-être, 5000 ans d'histoire de la dette. Un gros bouquin. Mais ça veut dire que la dette fait partie, c'est comme le sang, ça fait partie de la vie. Hein. Et enfin, j'ai toujours rappelé, on a voulu nous complexer avec la rente pétrolière. Mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, docteur, sur ce pétrole qui, de toute façon tous les deux vous l'avez dit, c'est le pétrole qui fait que je reçois une retraite aujourd'hui. Bien sûr. Tout simplement, tout bêtement, ça vient de là. Je vois pas pourquoi je vais faire un complexe, la rente pétrolière, vous vivez des roues. Ben oui, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire le problème... Chacun ses atouts, hein. Oui. Réellement, le problème, c'est pas la rente, mais c'est la relation avec la rente. C'est la oui, distribution. peu importe ça. Voilà. Attendez, peu importe, ça c'est un problème politique. Exactement. Voilà. Ça, mais de venir nous complexer avec le pétrole, oui, alors vous êtes jaloux. Messieurs, on arrive pratiquement au terme de notre émission. Nous avons évoqué la diplomatie, c'était le dernier chapitre. Nous avons parlé justement de ces constantes de politique étrangère, de défense. Mais il y a également cet appel qui a été lancé depuis des décennies par l'Algérie, à savoir la réforme de l'institution onusienne, notamment le Conseil de sécurité. Et le temps nous a donné raison quand on voit ce blocage par rapport à ce drame qui s'est produit, continue justement à Gaza et qui prouve que tous les masques sont tombés, que nous vivons une ère où le monde semble être déshumanisé. Arslan Chikhaoui. Effectivement, on rentre de plein pied dans la nouvelle ère. Et l'Algérie l'a dit depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas uniquement le Conseil de sécurité qui est à réformer, c'est pratiquement un certain nombre d'institutions multilatérales, d'organisations multilatérales, y compris la Ligue arabe, d'accord ? Mais toutes les organisations du système des Nations Unies qui sont appelées à, non pas se réformer, mais à s'adapter au nouveau contexte. Et là, nous l'avons vu avec ce qui s'est passé, le génocide, c'est un génocide, plus qu'un génocide, le génocide à Gaza, la crise politico-militaire en Iran, la même crise politico-militaire en Ukraine, tout ça sont autant et je passe sur ce qui se passe comme conflit, absolument comme conflit à intensité variable au niveau du Sahel et au niveau du... Donc tout ça fait que aujourd'hui nous avons assisté
depuis un certain nombre d'années à une incapacité d'une organisation internationale qui est celle des Nations Unies et de d'autres démembrements incapables de pouvoir affronter et relever toutes ces questions-là et proposer des solutions concrètes dans le cadre de la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde. Un dernier mot, docteur Ali Kfeifi. Le dernier mot, si vous voulez, monsieur le ministre parle toujours de chaîne de valeur minière. Il faut donner des chiffres parce que la mine, seulement des chiffres, parce que donc la mine, c'est à peu près, la chaîne de valeur, il faut à peu près une dizaine d'années. Pour ça, il faut planifier dès maintenant, surtout qu'on est dans une situation très difficile. Vous avez dit tout à l'heure, je crois, 16 mois, c'était 14 à fin décembre. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Quand on aura 26 milliards de dollars, c'est... Donc, il y a ce point. Enfin, et sur ces projections que prend fin cette édition, mesdames, messieurs, merci à vous. Je rappelle que nous avons eu comme invité cet après-midi Mohamed Achir, économiste et enseignant à l'université de Tizi Ouzou, Ali Kfeifi, expert en énergie et mines, Foued Soufi, historien, Erslan Chiraoui, expert en relations internationales. Messieurs, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, au revoir et merci à vous de nous avoir bien voulu nous suivre.